Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce vendredi. Il y a eu de nombreuses irrégularités constatées dans plusieurs établissements pénitentiaires du Burundi. C'est l'une des conclusions du rapport sur les activités réalisées par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme en 2024, conformément à ce que le président de la commission a annoncé. Il est nécessaire de maintenir un écart de 15 ans entre l'adoptant et l'adopté. En outre, l'adoptant doit avoir 30 ans pour adopter légalement un enfant. Voilà pour les titres, les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore. Il y a eu des irrégularités dans plusieurs établissements pénitentiaires du Burundi. C'est l'une des conclusions du rapport sur les activités réalisées par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme en 2024, conformément à ce que le président de la commission, Sixte Vinyi Nimuraba, a annoncé. La pénurie d'eau ou l'exiguïté des cellules sont parmi les dysfonctionnements qui caractérisent les différentes prisons au Burundi, comme l'a déclaré le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNIDH, Sixte Vinyi Nimuraba. Les prisons sont surpeuplées et comptent un grand nombre de détenus. Dans la plupart des établissements, l'eau et les toilettes sont inexistantes, ce qui entraîne un manque d'hygiène. Un nouveau détenu est obligé de payer quelques frais par d'autres prisonniers, sinon il sera privé de la nourriture. Il y a aussi des retards de transfert des détenus provenant des communes, dossiers en attente de comparution devant le parquet ou encore dossiers déjà condamnés en première instance. Ces détenus restent longtemps dans les prisons provinciales, en particulier dans les parquets, au lieu d'être rapidement envoyés dans les prisons centrales. Or, ce sont les responsables des commissariats provinciaux qui doivent transférer les rapports de force d'ordre au parquet. Les procureurs justifient ce retard par le manque de véhicules pour assurer le transport des détenus. Mais cette explication est-il convaincante alors que les commissariats provinciaux et les parquets sont situés loin des grandes prisons centrales? Par exemple, le trajet entre Kirundo et Ngozi ou encore entre Makamba et Rumonge reste une contrainte logiquement importante. Sixte Vinyi Nimuraba poursuit en exposant certaines causes de l'augmentation du nombre de détenus. La surpopulation carcérale augmente principalement à raison de l'augmentation du nombre de criminels, de l'incarcération des personnes accusées de délits mineurs, des retards dans les procès, du maintien en détention des personnes que la loi a autorisées à être libérées après avoir acquitté par le tribunal des détenus ayant purgé un quart de leur peine, des bénéficiaires de la grâce présidentielle et de la réincarcération de ceux qui ont été acquittés par la justice. Ces déclarations ont été faites alors que le président du CNDH présentait le rapport annuel de la Commission pour l'année 2024 devant l'Assemblée nationale le 29 janvier 2025. Il est nécessaire de maintenir un écart de 15 ans entre l'adoptant et l'adopté. En outre, l'adoptant doit avoir 30 ans pour adopter légalement un enfant, comme le souligne Maître Fabien Ndikuman. Reportage de Florence Ilaronde. Il est recommandé d'avoir au moins 30 ans pour adopter légalement un enfant. En plus de ça, l'adoptant doit avoir 15 ans de plus à son adopté, comme l'explique Maître Fabien Ndikuman, et ajoute qu'il y a des cas où l'exception peut être admise. La loi prévoit que entre l'adoptant et l'adopté, il doit y avoir une différence d'âge de 15 ans. La loi prévoit aussi que l'adoptant doit avoir au moins 30. Ce sont des conditions qui peuvent être relevées. Il peut y avoir des exceptions. Je te donne un exemple où l'exception est admise. Tenons
c'était une fille qui avait un enfant et la fille est allée se marier. Maintenant, elle est dans une relation conjugale légale. Et dans cette famille, il a eu la chance d'avoir un mari qui accepte de garder l'enfant dans la maison et le couple peut procéder par cette voie d'adoption pour que l'enfant ou le conjoint puisse avoir les mêmes droits que les enfants légitimes. L'enfant adopté dans une adoption plénière a les mêmes droits que les enfants de la famille et que les enfants légitimes ou reconnus. Signalons qu'à part de l'adoption plénière, il y a l'adoption simple, là où on élève un enfant en lui donnant tout ce qu'il veut charitablement. Dans ce cas, on peut le renvoyer quand on le veut. Le FINOAP, avec le ministère des Affaires étrangères, a tenu une conférence le 31 janvier de revue annuelle avec ses partenaires et bailleurs pour voir les résultats atteints et les défis qui restent. Le point avec Valentin Nakilutiman. Lors de la conférence de presse tenue ce vendredi le 31 janvier 2025 pour analyser la revue annuelle de réalisation du 9e programme de coopération entre le Burundi et le Fonds des Nations Unies pour la population FINOAP en cycle, organisé conjointement par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement, Jude Kayer Erige, le représentant résident du FINOAP au Burundi, a annoncé les activités réalisées l'année 2024. Nous avons travaillé sur 4 axes principaux. Le premier axe était la qualité des soins et des services, aussi bien pour la planification familiale, la santé sexuelle et reproductive et les violences basées sur le genre et le VIH-Sida. Le deuxième axe est l'axe en lien avec les normes sociales de genre discriminatoires et nous avons regardé avec nos différents partenaires comment les questions culturelles, les pratiques religieuses affectent la santé sexuelle et reproductive, aussi bien en bien qu'en mal, la planification familiale, les violences basées sur le genre et le VIH-Sida. Notre troisième axe, c'est sur les adolescents et les jeunes. Comme vous l'avez vu, on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat, mais cela ne se limite pas seulement à l'entrepreneuriat. On a parlé aussi des questions d'éducation des jeunes, donc leur donner des connaissances à l'école et en dehors de l'école. On a parlé également de leur santé, parce que pour avoir des jeunes qui contribuent au développement du Burundi, il faut que ce soit des jeunes en bonne santé. On a parlé de leur leadership, c'est-à-dire des jeunes qui se prennent en main et qui contribuent de manière citoyenne au développement du Burundi, des jeunes qui créent de l'emploi et des entreprises, des jeunes qui sont préparés pour répondre à des fonctions de demain, et pour terminer, les jeunes qui participent à préserver la paix, la cohésion sociale au niveau du Burundi. Et notre dernier axe, c'était les axes en lien avec les données. Et nous avons joué un rôle extrêmement important en coordonnant l'activité des partenaires techniques et financiers pour le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Interrogé sur les défis rencontrés dans les activités pour l'année 2024 et les solutions de ces défis sur les activités de cette année. L'un des premiers défis majeurs que nous avons rencontrés, ce sont les ressources financières disponibles. Dans le contexte actuel du monde, les ressources des partenaires au développement s'amenuisent de plus en plus. Et donc, avec nos ambitions, nous n'avons pas pu avoir suffisamment de ressources pour pouvoir répondre aux besoins. On aurait aimé, par exemple, pouvoir toucher 5000 jeunes dans le cadre de notre programme Entreprendre avec le capital extérieur, mais nous n'avons pu toucher que 350. Donc, c'est le premier défi. Le deuxième défi qu'on observe également, c'est la coordination de nos interventions sur le terrain. On a l'habitude de se parler ici au niveau de Bujumbura, mais dans la mise en œuvre, ce n'est pas toujours évident. Et dans un contexte où les ressources s'amenuisent, si on est capable de pouvoir mettre nos ressources ensemble, on va avoir plus d'impact sur la population. Et notre but, c'est d'avoir plus d'impact sur la population. Et pour y remédier, bien évidemment, je l'ai souligné tout à l'heure dans mon intervention, il faut diversifier les partenaires, ce qui nous a permis d'aller par exemple de l'Inde pour avoir des ressources pour promouvoir notre programme sur l'entrepreneuriat avec des valeurs avec les jeunes, ce qui nous a permis également avec les autres partenaires de pouvoir avoir des synergies en
en particulier dans le nord du Burundi, pour la complémentarité de nos interventions sur le terrain, pour plus d'impact de nos interventions. Signalons que l'OFINUAP a pour mission de créer un monde dans lequel chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger, un monde dans lequel chaque jeune réalise pleinement son potentiel. Passons à présent à l'actualité internationale. En Amérique, aucun survivant manque d'effectifs ce que l'on sait de la collision aérienne à Washington. Un avion de ligne, une filiale de la compagnie American Airlines et un hélicoptère sont en hélicoptère militaire et un avion de ligne sont entrés en collision dans le ciel de Washington mercredi 30 janvier avant de s'abîmer dans le fleuve Potomac. Des 67 personnes à bord de deux appareils, il n'y a pas de survivants, a dit le président américain Donald Trump. Peu avant 20h48, une collision s'est produite entre un hélicoptère militaire et un avion de ligne d'une filiale d'American Airlines en approche de l'aéroport Ronald Reagan au bord du fleuve Potomac, près de la capitale américaine Washington. L'avion, un bombardier CRJ-700 en provenance de Wichita au Kansas, dans le centre des États-Unis, devait atterrir quelques secondes plus tard. L'hélicoptère ANU UH-60 Black Hawk effectuait lui un vol d'entraînement selon l'armée. Le choc a eu lieu en environ 90 mètres d'altitude selon un responsable de service de suivi des vols Flightrad 24 entré en collision dans le ciel de Washington mercredi. Voici ce que l'on sait. En Syrie, l'émir du Qatar à Damas, première visite d'un chef d'État, un nouveau dirigeant syrien. L'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, a appelé à la formation d'urgence d'un gouvernement inclusif en Syrie lors d'un entretien jeudi à Damas avec le président par intérim Ahmad Al-Sharer. L'émir du Qatar est arrivé jeudi à Damas, première visite d'un chef d'État, un nouveau dirigeant syrien, Ahmad Al-Sharer, nommé la veille président par intérim, près de 2 mois après la chute du président Bachar al-Assad. Cher Tamim Ben Hamad Al Thani a été accueilli en son arrivée par le président de la République arabe syrienne, Ahmad Al-Sharer, a indiqué le Diwan, le palais de l'émir. Il s'agit du premier chef d'État à se rendre à Damas depuis l'éviction du Bachar al-Assad par une coalition dirigée par des islamistes le 8 décembre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau journal. D'ici là, prenez soin de vous.